Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour l'Assemblée générale de la coordination nationale de nos chers conseils de développement qu'on ouvre plus particulièrement aujourd'hui avec une table ronde autour de Chantal Joanneau et David Jayes que je vais vous présenter, probablement en me prenant les pieds dans le tapis, évidemment. Donc Chantal Joanneau, c'est quand même bien connue maintenant, donc présidente de la Commission nationale du débat public depuis 2018. Alors, je ne vais pas jouer à résumer votre carrière, mais je vais essayer tout de même, parce que vous avez une antécédence autour de problèmes qui nous concernent vraiment au quotidien. Vous avez été conseillère à l'Élysée pour le développement durable, et notamment le suivi du fameux Grenelle de l'environnement, qui était, on va dire quelque part, une tentative de point de bascule sociétal autour de ces grands enjeux. Présidente de l'ADEME, donc une forme de suite logique, secrétaire d'État à l'écologie, mais aussi ministre des Sports, sénatrice de Paris, vice-présidente de la région Île-de-France sur l'environnement et l'aménagement du territoire, donc toujours des problèmes qui nous concernent et votre expertise nous est infiniment précieuse. Et donc maintenant, présidente de la CNDP, donc vous êtes sur les deux grands sillons qui concernent les conseils de développement, à savoir les problématiques de transition et la problématique de démocratie participative, on en reparlera, où il y a une forme de mélancolie qui nous habite tous actuellement. J'ajoute, et on en discutait tout à l'heure, ça peut jouer aussi sur la gestion de la vie, des dossiers, la manière de se concentrer aussi. Championne sportive de haut niveau, championne de France à 13 reprises, je crois, de karaté. Ça impose. Voilà, merci. Donc je suis très prudent quand même dans mes questions. David Jayes, alors énarque aussi, normalien, vous êtes aussi titulaire d'un master de philosophie politique à Sorbonne. Et vos recherches ont conduit sur la genèse de la théorie politique moderne. C'est intéressant pour décrypter sans doute le climat actuel et l'actualité. Vous avez déjà eu pas mal de fonctions, comme celle de directeur de la stratégie et de la formation à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, avec qui nous collaborons de plus en plus. Vous enseignez à Sciences Po. Et on vous connaît surtout pour vos ouvrages et vos interventions. Alors, petit clin d'œil chafouin, 2017, la guerre civile n'aura pas lieu, juste avant la crise des Gilets jaunes. Bon, on pourra peut-être en reparler. Mais surtout, Slow Démocratie, comment maîtriser la mondialisation et reprendre votre destin en main, qui est extrêmement intéressant, qui a reçu plusieurs prix, félicitations. Vous chroniquez également dans l'excellent podcast de Philippe Maillère, Le Nouvel Esprit, des politiques publiques, voilà. Le Nouvel Esprit public, et dans les non moins excellentes revues d'Éric Fotorino, Le 1 et Zadig. Voilà. Chantal Joanneau, vous allez nous présenter quand même en quelques lignes ou quelques grandes idées la CNDP, son esprit, à quoi elle sert, à quoi on aimerait qu'elle serve aussi en termes de qualité démocratique. Et puis la question, pas subsidiaire du tout, mais sur laquelle on pourrait enchaîner, c'est voilà, si vous preniez le pouls actuellement de la démocratie, quelle est votre analyse ? Voilà. Ouais. Mais je vous relancerai. Merci. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre invitation. Effectivement, quand on a préparé la séance, je pensais que c'était mieux de présenter la Commission nationale du débat public parce que si vous connaissez peut-être l'acronyme, je ne suis pas certaine que tout le monde ici sache exactement comment on fonctionne. Et c'est important de connaître un peu les origines de la CNDP et l'esprit de la loi, parce que tout est écrit dans la loi. Moi, j'adore la loi, et tout est écrit dans la loi. On a été créé il y a 25 ans. Donc, c'est pas récent. On a été créé il y a 25 ans par une loi de 95 qui faisait suite à un conflit très important autour du projet de TGV Méditerranée, que les personnes, les habitants, ont découvert dans la presse. Ils n'avaient pas été informés. Et ça les a rendus très, 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 très mécontents. Donc, ils se sont auto-organisés pour aller demander des informations au préfet, pour organiser eux-mêmes un débat, pour donner leur avis sur ce projet. Et ils ont défini les règles d'un débat sur un principe simple. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Donc, par définition, tout le monde a exactement le même temps de parole. Et c'est un peu cet esprit du premier débat public, on peut dire que c'était le premier débat public, qui a contribué à l'écriture de la loi, qui visait justement à dire faisons des débats publics sur des projets à un stade où ils sont vraiment le plus en amont possible, à un stade où on peut encore débattre de leur opportunité, c'est-à-dire est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire ces projets. On peut remettre en cause l'opportunité du projet, ce qui est compliqué quand on est au stade de l'enquête publique, parce que là,
Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, donc ça a coûté très cher aux maîtres d'ouvrage. Les grandes alternatives ont été décidées, les options aussi. Et donc ça devient difficile de remettre en question l'opportunité du projet et ses grandes alternatives. Donc ça, c'était l'esprit de la loi, avec une idée simple. On va faire un débat pour le public, par le public autant que possible, c'est-à-dire des personnes, comme tout le monde, qui vont se dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait le mieux possible informer nos concitoyens et leur permettre de participer à l'élaboration du projet, et au maximum sur la place publique, évidemment, le but étant qu'un maximum de personnes puissent s'exprimer. C'était ça l'esprit de la loi. Au départ, c'était le ministère qui organisait lui-même les débats publics, et le Conseil d'État a dit ça pose problème quand même. Si l'État lui-même va déclarer d'utilité publique un projet, c'est quand même bizarre qu'il organise lui-même les débats publics qui vont mettre en débat cette utilité publique. Et donc, en 2002, la CNDP a été organisée en autorité administrative indépendante, ce qui concrètement veut dire que ses membres sont nommés pour 5 ans et sont inamovibles pendant 5 ans, et que les décisions prises ne peuvent pas faire l'objet de recours auprès des ministres concernés ou des administrations, mais uniquement auprès du juge. Donc c'est comme ça que s'est structurée la CNDP. Au départ, on était saisi uniquement des grands projets qui ont un impact sur... Je vais faire vite, vous inquiétez pas, vous regardez votre montre. Non mais je vous ai vu. Voilà. Donc on était saisi uniquement des grands projets qui ont un impact sur l'environnement. Et puis au fur et à mesure, il y a eu on a élargi notre champ d'intervention, notamment à la suite du drame de la mort de Rémi Fraisse, qui était un jeune militant de France Nature Environnement, sur un projet de barrage qui ne faisait pas l'objet d'un débat public, puisque c'était un petit projet, entre guillemets. Et les responsables se sont dit, tous les projets peuvent être potentiellement conflictuels. Et puis, quand on met bout à bout plein de petits projets, ça a des impacts majeurs sur l'environnement. Donc, on va faire en sorte que tous les projets puissent être potentiellement soumis à débat public. Donc, notre périmètre d'intervention a été grandement élargi à la suite d'ordonnances de 2016, ce qui fait que d'ailleurs qu'en 3 ans, notre activité a été multipliée par 6. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autorités qui aient vu une telle augmentation de leur activité. Donc, concrètement, on a conduit plus de 500 concertations ou débats publics depuis 25 ans, mais à un rythme qui s'est fortement accéléré, puisque l'année dernière, on a eu 135 procédures sur des projets qui sont des projets de TGV, de routes, d'incinérateurs, des très gros projets, CIGEO, le centre d'enfouissement des déchets radioactifs dans la Meuse, mais ça peut être aussi des centrales nucléaires, et puis des plus petits projets. On a même eu un écrêteur de crues, qui était un sujet très conflictuel localement. Donc la loi, je vous le disais, elle est très bien écrite, parce que la loi dit que le public, toutes les personnes qui vivent en France, donc pas de conditions de citoyenneté ni de conditions d'âge, toutes les personnes qui vivent en France doivent pouvoir participer à l'élaboration des projets qui ont une incidence sur l'environnement. C'est assez clair. Et l'esprit de la loi, il est défini, j'aime beaucoup l'article 120-1 du Code de l'environnement. Si un jour vous avez l'occasion, vous pouvez vous référer à cet article, qui dit grosso modo que la participation du public à l'élaboration des projets, donc aux décisions, a pour objectif d'améliorer la qualité de ces décisions, de renforcer leur légitimité démocratique et aussi de faire en sorte qu'elles contribuent à un environnement sain pour les générations actuelles et les générations futures. Donc il y a 3 objectifs qui sont essentiellement des objectifs démocratiques et qui font que quand aujourd'hui on entend beaucoup de contestations autour de la participation, ça prend du temps, ça coûte cher, puis vous comprenez, ces pauvres gens, ils n'y comprennent rien, vous pouvez juste répondre, c'est un principe démocratique, on n'a même pas besoin de se justifier. La participation en soi est un principe démocratique. Donc voilà en quelques mots ce qu'on fait à la CNDP. Peut-être je peux vous en dire plus, je peux vous en dire moins. Mais on parlera comme vous regardez votre montre... Non, ça n'a rien à voir. Mais on parlera des grands projets, des grands dossiers que vous êtes amenés à gérer là, dans les prochains mois, les prochaines années. Alors justement, vous parlez de participation, c'est un fondement démocratique important. Quid de l'État, de cette démocratie? Comment vous la ressentez? On parle de mélancolie démocratique depuis quelques années. Est-ce que vous le ressentez dans vos propres travaux? Est-ce qu'il y a une inquiétude là-dessus? Alors nous, dans ce qu'on vit au quotidien, plusieurs réalités purement, alors là c'est purement factuel. En termes de participation, on a énormément de participation. C'est-à-dire qu'on n'a aucun problème pour mobiliser des citoyens sur des projets. Alors
c'est à la mesure de nos moyens. Hein. Il faut savoir, je vous disais, on a 135 procédures. En membres permanents à la CNDP, on est 13. 13 pour suivre 135 procédures. Alors on a 220 garants sur le terrain, mais qui sont des personnes qui font ça en plus d'une autre activité. Ils peuvent être des jeunes retraités, ils peuvent avoir d'autres activités. On voit donc qu'il y a quand même une forte appétence pour la participation. Il y a un fort questionnement sur son utilité, mais qui est originel, qu'on a toujours entendu depuis le début, le « à quoi ça sert », on l'a toujours entendu, c'est vraiment, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas plus de conflictualité, il n'y a pas plus de violence dans la participation qu'auparavant. Je dirais même qu'on a réussi à mettre en débat des projets, comme là on a mis en débat le plan national de gestion des déchets radioactifs, qui était un projet, j'aurais jamais parié que le débat public puisse aller au bout. Et on a réussi à le faire en mettant autour de la table des personnes très très pour et des personnes très très contre, qui ne se parlaient plus depuis longtemps. Donc ça, c'est les aspects positifs. La citoyenneté se porte bien, elle n'est pas aussi violente, sauf quand, évidemment, le public a le sentiment qu'on se moque de lui et que les décisions sont déjà prises et que c'est une participation de façade qui vise simplement à occuper le terrain en attendant. Et cocher la case participation. Et cocher la case participation, ce qui est quand même assez fréquent. Ce qui est quand même assez fréquent, en tout cas dans l'esprit des décideurs, quand ils viennent nous voir, c'est on va faire de la pédagogie. J'entends tout le temps ce mot, on va faire de la pédagogie sur notre projet. Et je leur dis, vous vous trompez. C'est le public qui va faire de la pédagogie, qui va vous faire de la pédagogie sur votre projet. Parce que le but de la participation, c'est d'inverser les rôles. Certes, vous informez, mais vous n'êtes pas là pour faire passer votre projet. Vous êtes là pour le mettre en débat, pour mettre en débat son opportunité. Donc vous êtes là surtout pour écouter ce que le public aura à vous dire de votre projet et pour ensuite prendre une décision sur cette base. Donc ça, c'est les aspects un peu positifs. Après, les aspects négatifs, parce qu'il faut venir aux aspects négatifs. La défiance, elle est très très forte à l'égard des institutions. Je pense qu'elle n'a jamais été aussi forte. C'est-à-dire que dans les débats, auparavant, quand on avait des experts, il y avait quand même une certaine confiance dans la parole des experts. Nous, on a la possibilité de financer des expertises. Aujourd'hui, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Il y a toujours une contestation qui est une défiance institutionnelle, donc qui va toucher tout le monde. Tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une institution est mis en question. Donc, ce qui fait qu'on voit un fleurissement de contre-débats, de débats parallèles avec lesquels nous, on essaye toujours de maintenir un dialogue en leur disant, on leur dit jamais vous n'êtes pas légitime. On leur dit est-ce qu'on peut récupérer vos conclusions pour les verser dans notre débat et pour alimenter notre débat. Donc, on essaye toujours de maintenir une main tendue à l'égard de ces personnes. Et puis, bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de vous parler des régressions du droit. Vous permettez ? Bien sûr. Bien sûr. On ne va pas quand même. On n'a jamais autant parlé de participation, c'est devenu un slogan politique, mais après le greenwashing, on est vraiment dans le citizen washing. Parce qu'on ne parle jamais autant de participation, on vous annonce des réformes formidables qui font que la participation va être au cœur de l'activité de l'État, et en parallèle, on n'a jamais connu autant de coups de canif dans le droit de la participation. Je vais juste prendre le cas de la CNDP, c'est quand même assez symptomatique. Des grands débats qui sont vraiment des débats d'actualité. La programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça, quand même, c'est un objet de débat intéressant. Ça a été sorti du débat public par un petit amendement très discret du gouvernement, que d'ailleurs personne n'a vu passer, qui fait qu'aujourd'hui, non, c'est sorti du débat public, ça fera l'objet d'une concertation dont le gouvernement décidera des modalités. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, les projets, comme je vous le disais tout à l'heure, même des plus petits projets peuvent être extrêmement conflictuels. Bien, il y a un décret qui a été publié le 31 juillet, 31 juillet, c'est quand même une bonne date, de cette année, qui a doublé les seuils financiers au-delà desquels la participation est obligatoire. Doublé. C'était auparavant obligatoire au-dessus de 150 millions d'euros. Par exemple, pour un équipement industriel, c'est 300 millions d'euros. Ça réduit quand même nettement le champ de la participation obligatoire. Troisième élément, pour les projets qui étaient en dessous, il y avait quand même un droit de rattrapage pour les citoyens. Il y avait ce qu'on appelle le droit d'initiative, qui permet à des citoyens qui s'organisent collectivement de demander au moins une concertation sous garantie pour ces projets. Ce droit, auparavant, vous pouviez l'exercer dans un délai de 4 mois. C'est déjà très court. Quand vous avez un projet qui est publié au fin fond d'un site totalement inaccessible, d'un site de préfecture souvent d'ailleurs, totalement inaccessible, vous n'êtes pas informé, tout d'un coup vous le découvrez, il faut vous organiser.
4 mois, c'est déjà court. Le délai, il a été réduit par la fameuse loi ASAP à 2 mois. Donc, aucune chance qu'un droit d'initiative citoyen puisse s'exercer sur ces projets. Ça fait quand même beaucoup, je trouve, ça fait beaucoup quand en parallèle on dit que la participation du public c'est formidable et qu'on veut en faire partout. Alors, merci. Même punition pour vous, David Jayes. Alors, je vais peut-être un peu compliquer la question, là, de prendre le pouls de la démocratie, ce que vous en pensez. Peut-être rebondir sur ce que vient de nous expliquer Chantal Joannou, qui parlait de défiance, qu'on a mesuré dans nos travaux lors du grand débat national, défiance vis-à-vis des institutions. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une défiance inverse, c'est-à-dire une défiance de la représentation vis-à-vis de la participation? Donc, on se méfie du citoyen qui est soit quelqu'un qui n'y comprendrait rien, soit quelqu'un qui est systématiquement contre. Et pour le coup, dernière complication dans la question, par rapport à ce que vient de dire Chantal Joannou, c'est qu'on sent que la méthode qui est nécessaire pour grandir est régulièrement amputée de dispositifs qui lui permettraient justement de faire évoluer le débat public. Et pour reprendre un peu des propos de Chloé Morin, le débat en France, c'est arriver à tuer l'autre le plus vite possible, alors qu'on n'a pas de débat. Donc, quel état des lieux, quid de la défiance vis-à-vis des citoyens, et quelle méthode pour se sortir un peu du guêpier? Alors peut-être sur la défiance, la confiance, c'est un sentiment réciproque. Donc je te fais confiance parce que tu me fais confiance. Et s'il y a une défiance des citoyens vis-à-vis des représentants, la réciproque est souvent vraie. Il y a une défiance des représentants vis-à-vis des citoyens qu'on juge alternativement immatures, incapables de comprendre. Et effectivement, cette ancienne de la pédagogie, elle est assez révélatrice de ce manque de confiance vis-à-vis des citoyens, puisqu'il faudrait juste faire la pédagogie des projets, c'est-à-dire expliquer dans des termes simples, compréhensibles par le public, le bien fondé absolument génial de tous les projets qu'on met en œuvre. La défiance, on la mesure assez bien maintenant. On a un baromètre au CEVIPOF qui s'appelle le baromètre de la confiance politique, qui montre effectivement qu'il y a une progression très forte de la défiance des citoyens français vis-à-vis de leurs institutions. Et je dois dire, particulièrement vis-à-vis des institutions nationales. C'est-à-dire que les institutions locales, à commencer par le maire, font l'objet d'une moindre défiance par rapport aux institutions nationales, même si la défiance locale progresse aussi. Mais elle progresse beaucoup moins vite et il y a un delta qui est important. Quand on parle de défiance vis-à-vis des institutions nationales, c'est évidemment le gouvernement, c'est évidemment le président de la République, c'est évidemment le Parlement, mais c'est aussi les grandes entreprises, les médias, toutes les institutions nationales, publiques et privées. Et ce sentiment de coupure, on le mesure dans tous les pays d'Europe. Il est plus fort en Europe du Sud qu'en Europe du Nord. On voit qu'on a des niveaux de défiance, par exemple, qui crèvent les plafonds en Espagne ou en Italie, beaucoup moins en Allemagne ou dans les pays scandinaves. Et constater la défiance, ça n'est pas expliquer la défiance. Quelles sont les raisons qui expliquent la défiance? Alors, il y a une tentative qui a été faite récemment par le CEVIPOF qui mériterait sans doute d'être approfondie. On a instruit un questionnaire qu'on a adressé à des citoyens français, allemands, britanniques, d'un certain nombre de pays européens. Et en fait, on a posé des questions classiques sur la défiance, mais on a posé d'autres questions et on a essayé d'établir des corrélations. Vous voyez, système de corrélation. Corrélation n'est pas causalité, je précise tout de suite, mais ça donne des indices. Et on voit que les raisons de la défiance en Allemagne, par exemple, ne sont pas du tout les mêmes qu'en France ou en Angleterre. Les raisons de la défiance en Allemagne sont très liées à la position socio-économique. C'est-à-dire qu'en gros, plus on est pauvre, plus on est défiant vis-à-vis des pouvoirs publics parce qu'on a l'impression qu'ils servent en gros les classes les plus aisées. En Angleterre, les raisons de la défiance sont très liées au système politique. C'est-à-dire qu'en gros, si on est dans l'opposition, on a de très fortes chances d'être défiant vis-à-vis du gouvernement de Boris Johnson, alors que si on est un supporter du parti conservateur, on est plutôt confiant. En France, on a un écheveau de la défiance qui est beaucoup plus mystérieux et qui est lié, en tout cas c'est l'hypothèse de travail sur laquelle Luc Rouban, par exemple, du CEVIPOF a planché, qui est lié à l'écart entre la promesse républicaine, c'est-à-dire l'idée d'une mobilité sociale, d'une égalité des chances, que les représentants sont incorruptibles, qui sont au service de l'égalité. Donc une promesse républicaine qui est beaucoup plus forte que dans le système allemand ou dans le système anglais, qui sont des systèmes plus libéraux, politiquement et économiquement, et la réalité qui est en réalité, la réalité des faits qui, elle, délivre encore moins que dans le système allemand et le système anglais. C'est-à-dire qu'en France, ce qui alimente énormément la défiance, c'est on promet ça et on délivre ça.
alors qu'en Allemagne ou en Angleterre, on promet ça et on délivre ça, si vous voulez. Donc c'est l'écart différentiel, si vous voulez, entre le niveau de la promesse républicaine d'égalité et la réalité des actes. Et une appréciation culturelle. Voilà. Donc c'est très important, si vous voulez, de contextualiser la crise démocratique, parce qu'on pourrait prendre des grandes tendances et dire, au fond, il y a une crise démocratique qui traverse tout l'Occident, c'est vrai, qui est mesurée par des grands indices, le taux d'abstention qui progresse continuellement, aux États-Unis comme en Europe de l'Ouest depuis la fin des années 70. L'indice de volatilité électorale, c'est-à-dire le fait qu'on vote un peu au petit bonheur, on change d'appartenance politique d'une élection à l'autre, les clivages sont plus aussi nets qu'avant, etc. montre qu'il y a une grande incertitude, une grande volatilité politique. On a évidemment cet indice partout en Europe et aux États-Unis. On a aussi un indice qui est très significatif, c'est la chute du nombre de militants dans les partis politiques, dans les syndicats. Alors là, c'est un effondrement. Entre 1980 et aujourd'hui, en France, on a perdu 1,5 million de militants politiques. Hein, et ça, vous devez aussi le constater, vous qui êtes des acteurs de terrain, on a de plus en plus de mal à recruter des militants, pas seulement politiques, mais aussi syndicaux, engagés, en fait, dans des organisations auxquelles on donne du temps, parce qu'il faut donner plusieurs soirées par semaine, même dans une association, etc. Et on voit qu'on a des publics vieillissants. Et qu'on a une jeunesse qui est certes très engagée dans le discours, mais qui est parfois beaucoup plus volatile, zappeuse, discontinue quant à son engagement. Donc ça, c'est des choses qui sont, j'allais dire, très très globales, en tout cas qui sont communes au monde industrialisé occidental. Mais cette question de la promesse républicaine, elle est spécifique à la France. Et donc, pour traiter la crise démocratique française et pour résoudre la défiance, il ne faut pas plaquer des dispositifs de participation citoyenne un peu comme on mettrait un pansement sur une jambe de bois en disant on va faire plus de participation et on va régler tous les problèmes. Il faut être capable de comprendre quels sont les problèmes spécifiques qui se posent en France et co-construire en réalité des politiques publiques qui sont liées à ça. Et je dis ça parce qu'on est devant les conseils de développement. La question des grandes transitions va être absolument déterminante dans les années à venir, à la fois pour la survie de l'humanité, puisque nous avons à faire face à un défi titanesque qui est de contenir le réchauffement climatique, d'empêcher l'effondrement de la biodiversité, d'empêcher tout simplement que notre planète devienne inhabitable. Mais derrière ce défi, en fait, il y a toute une série de mutations industrielles, énergétiques, anthropologiques, urbanistiques qu'il faut conduire. Et ce projet, il est suffisamment puissant pour, en quelque sorte, s'il est bien pensé et s'il fait l'objet d'une méthode, améliorer la relation démocratique. Et donc ce qu'il faut, c'est arriver en fait à utiliser ces transitions comme un levier pour décider autrement, décider ensemble, co-construire, co-agir, co-évaluer. Et pas simplement, moi j'ai presque envie de vous dire que quand j'entends le mot participation citoyenne, j'ai envie de sortir mon revolver. Parce que participation citoyenne, ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est de la consultation ? Donc les gens donnent leur avis et puis ensuite on dit... Sur la couleur des sièges du tram ? Voilà, c'est ça. Et puis merci, au revoir. Ou est-ce que c'est de la co-construction ? Moi, je préfère parler de démocratie implicative, par exemple, ou de démocratie de co-construction que de démocratie participative. Pour moi, ce terme ne veut plus rien dire. Mais on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. D'accord. Ben, justement, pour rebondir encore sur les propos de Chantal Joanneau, qui finalement nous explique qu'il y a une forte appétence des citoyens quand le débat est structuré, quand il repose sur une méthode. Et d'un autre côté, on constate aussi une forme de mélancolie, de désintéressement et finalement d'archipélisation de l'énergie citoyenne qui fait que finalement, tant qu'on n'est pas en écosystème, ça ne marchera pas. Comment on peut analyser finalement d'un côté un désenchantement et de l'autre côté une vraie envie de participation ? Est-ce que finalement, là c'est l'objet de la défiance ? Est-ce que une gestion, alors que je vais qualifier, ça ne regardera que moi, de politique à la papa, est complètement dépassée et qu'on a finalement des institutions qui ne sont pas en capacité d'entendre et de muter pour finalement co-construire des stratégies d'adhésion ? Alors la vraie envie de participation, je partage, mais je la nuancerai un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a quand même des publics, on voit bien, qui sont quand même très éloignés de tous ces dispositifs de participation. Quand on met en place dans la jeunesse, par exemple, quand on met en place des participations dans la rénovation urbaine, par exemple, on voit bien qu'on a un certain nombre d'habitants qui sont parfois les premiers usagers du projet, qui vont en être les premiers impactés ou les premiers bénéficiaires, enfin ça dépend comment on voit les choses, qui ne sont pas présents sur les dispositifs. Et on a plutôt, il y a des foisonnements d'études sociologiques sur le sujet, mais on voit quand même que c'est plutôt des salles
avec un âge moyen qui est relativement élevé, plutôt des retraités, plutôt des CSP+, plutôt des hommes. Et on a un vrai problème avec certains segments de population, notamment le 35-50, femmes qui élèvent des enfants, etc. Donc ça veut dire qu'il faut aussi penser les moyens d'aller chercher ces gens-là, et pas simplement d'aller chercher aussi, mais d'aller à la rencontre. Ça, c'est très important. Frédéric Gilly dit des choses très justes là-dessus. Il dit le concept de la réunion publique, pour quelqu'un qui n'est pas diplômé, qui est en pleine activité, qui est une femme élevant ses enfants seule, etc., c'est quelque chose qui est soit impossible, soit intimidant. Donc il faut être capable d'aller en immersion aussi et de donner la parole, de mettre les gens en situation de s'exprimer sur leur expérience, leur réalité concrète. La barrière du diplôme aussi, parce que le principe d'une réunion publique et de la démocratie participative, c'est qu'on va exprimer des idées abstraites sur des projets concrets. Sauf qu'il y a plein de façons d'être partie prenante d'un projet. On n'est pas obligé de manipuler du langage symbolique ou du langage abstrait pour exprimer ce qu'on ressent sur un projet. Donc il y a un travail à faire aussi sur la symbolique et le langage. Mais plus fondamentalement, en réalité, je pense que nos chorégraphies sont un peu usées. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à inventer des dispositifs dans lesquels on puisse avoir côte à côte, il y a des expériences pionnières, on pourra en parler si vous voulez, mais on puisse avoir côte à côte des élus, des experts, des responsables de projets, des citoyens, des parties prenantes, des corps intermédiaires, des syndicats, des organisations, des associations, etc. Parce qu'eux aussi existent. Il ne faut pas tomber non plus dans l'écueil d'opposer le public, qui serait pur, vierge de tout intérêt, aux différents intérêts particuliers incarnés par les corps intermédiaires, parce qu'on a un peu la notion de citoyen jetable, il ne faut pas qu'ils se professionnalisent. Voilà, on a un peu entendu ça au moment de la Convention citoyenne pour le climat, et c'était problématique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les citoyens d'un côté qui seraient détenteurs de la pureté et de la vérité, et de l'autre, ces horribles corps intermédiaires qui, de toute façon, sont toujours suspects de défendre des intérêts particuliers. Tout le monde défend des intérêts de toute façon, et le principe de la démocratie, c'est pas d'annihiler les intérêts, mais c'est plutôt de les confronter loyalement pour essayer d'aboutir à une position de compromis. Hein. Et donc, ce qu'il faut arriver, c'est à créer ces forums-là, ces forums de discussion. C'est pour ça que je pense que les conseils de développement, les Césaires, il y a un certain nombre de choses qui existent, qui peuvent demain être les supports de cette démocratie. J'ajoute à cela qu'effectivement, il y a la démocratie au niveau national. Donc, moi, j'avais participé aux travaux sur le rapport Bernasconi. Nous, on avait proposé de créer des cycles délibératifs nationaux, c'est-à-dire pour des grandes politiques publiques, avoir un chaînage, si vous voulez, un chaînage d'élaboration de la législation qui ne passe pas simplement par le Parlement, mais qui passe aussi par le grand débat national et par la délibération en format convention citoyenne et en format corps intermédiaire. Mais plus fondamentalement, si on veut avoir du changement, il va falloir faire des choses au niveau local. Et la bonne maille pour le niveau local, c'est le bassin de vie. Les 1200 intercommunalités aujourd'hui épousent plus ou moins les bassins de vie. Donc il y a un vrai enjeu de démocratisation de l'intercommunalité et de création de ces forums de co-construction des politiques publiques à l'échelle intercommunale. Merci. Alors justement, David Jayes, vous mettez le doigt sur quelque chose qui nous est cher, l'intercommunalité, bien entendu, et finalement les nouvelles positions des conseils de développement qui sont de plus en plus des animateurs du débat public, du débat territorial. Et justement, vous parliez des invisibles, de ceux qu'on ne voit pas, qu'on n'écoute pas, qui ont des difficultés à participer au débat public. Et Chantal Joanneau, je pense, à Dijon, on avait échangé sur un certain nombre d'initiatives portées par la CNDP. Est-ce que vous pouvez un peu nous évoquer ces nouvelles méthodes? C'est encore une fois, on retombe sur la qualité et la nécessaire qualité de la méthode pour y arriver. Oui, j'ai plein de choses à dire. Oui, ça marche. J'ai plein de choses à dire parce qu'en fait, il y a des problèmes de méthode et d'objectifs. Il faudra quand même qu'on parle des objectifs de la participation au sens large. Mais parlons de la méthode. Et je suis toujours surprise dans tous les rapports qu'on fait, combien finalement, puisqu'on en fait des rapports en ce moment, il y en a. Hein. Et c'est pas fini puisqu'il y a une proposition de loi qui est en cours de rédaction, un projet de loi dont on ne connaît pas la teneur. Mais c'est toujours étonnant comme finalement les gens ne regardent même pas ce qui se passe et la manière dont ça se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on me parle de débat public, on me dit réunion publique. Mais ça fait des années que ça se passe plus comme ça. Mais des années. Enfin, le problème, la réunion publique, ok, on fait la réunion d'ouverture officielle parce qu'il faut en passer par là. Et la réunion de clôture. Mais entre deux, on fait tout sauf ça. Parce que évidemment que la réunion publique, c'est le contraire du débat public.
c'est extrêmement descendant. C'est un lieu où, évidemment, seules les personnes qui ont le plus de confiance en elles vont pouvoir s'exprimer. Mais pour le reste, on va organiser des ateliers citoyens, on va faire des visites de terrain, on va faire des débats mobiles dans les centres commerciaux, dans les gares, dans les wagons-bars, même on a fait dans des wagons-bars, sur les plages, sur les marchés, aller à la rencontre des personnes. Pour les plus jeunes, on va leur proposer des serious games, de la réalité augmentée pour pouvoir les attirer, parce que évidemment, si vous leur dites prenez un stylo, ils vous disent bah, non, tout simplement non, on veut pas. Et donc aujourd'hui, je pense que vraiment, il faut arrêter de penser méthode quand on pense participation, parce que les méthodes, elles existent, elles ont été expérimentées 10 000 fois. Les conventions citoyennes, des tirages au sort, on en a eu 30. On a fait 30 expériences de tirage au sort, donc c'est pas nouveau, quoi. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est ça évite en fait ce débat sur la méthode. J'y reviendrai à votre question, vous inquiétez pas. Il cache le débat sur l'objectif. Et quand on n'arrête pas de nous faire des propositions sur les méthodes, c'est pour ne pas parler de l'objectif. C'est qu'est-ce qu'on veut faire de la participation des citoyens? Qu'est-ce qu'on veut faire de cette parole publique qui doit rassembler évidemment le public, les parties prenantes, les décideurs? Est-ce que c'est simplement pour éclairer une décision ou purement consultatif? Un peu comme toutes les consultations là qu'on a sur les textes de loi qui servent strictement à rien. C'est ça le vrai sujet. C'est est-ce qu'on s'engage à dire aux citoyens « Ok, vous allez nous donner votre avis, on va vous dire si on en tient compte ou pas, parce qu'après tout, le décideur est légitime à dire non, finalement ça, je ne le prends pas en compte pour telle et telle raison. » Il faut que le décideur reste le décideur, et dans la plupart des cas, les citoyens n'ont pas envie de remplacer le décideur. Donc c'est ça, moi, je trouve aujourd'hui, ce sur quoi jamais la loi ne dit quoi que ce soit. Et c'était le problème de la Convention citoyenne. Hein. Quand le président a dit que transmission sans filtre, ok, il y a quand même une constitution, il y a certaines lois, bon, il va falloir quand même mettre ça noir sur blanc et donner des règles du jeu qui soient garanties par la loi. Nous, il y a quelques dispositions pour la CNDP qui disent très clairement qu'à la fin d'un débat public, le maître d'ouvrage, le responsable, doit dire comment il tient compte de la parole du public. C'est extrêmement faible, mais au moins ça a le mérite d'exister. Et si on devait se battre aujourd'hui sur des textes de loi, ce serait vraiment sur ça. C'est quelle garantie vous nous donnez sur la manière dont vous allez tenir compte de ce qui a été dit pour que le public ne se retourne pas vers nous en nous disant encore un débat bidon. C'est ce que j'entends très souvent. Ah, c'est encore un débat bidon. Alors non, on leur dit voilà, la loi, machin et tout. Mais c'est le sujet central. Et effectivement, aujourd'hui, le sujet qui nous préoccupe toutes et tous, mais qui était au cœur du grand débat d'ailleurs, hein. C'est cette parole des invisibles, qui peuvent être jeunes, qui peuvent être surtout des personnes effectivement qu'on va dire les plus éloignées de la décision. Alors on a commencé nous à travailler, on travaille avec ATD Quart Monde pour savoir exactement justement comment revoir nos méthodes et surtout notre manière de nous exprimer. Ils ont passé au crible des flyers qu'on avait fait pour inviter à des réunions publiques, mais c'était horrible, c'est-à-dire qu'ils nous disaient des choses tellement évidentes et qu'on n'avait pas vu. Après, on commence à leur parler de certains dossiers, puis ils nous disent « Mais pourquoi vous utilisez des mots de chimie ?» Ah non, c'est pas des mots de chimie, c'est les mots qu'on utilise toujours. Mais on sent combien, effectivement, notre dialogue est éloigné. Et puis, on a travaillé avec le Conseil national de l'alimentation sur la précarité alimentaire. Alors là, quand on parle de précarité alimentaire, si on n'est pas capable d'aller toucher et d'amener au débat les personnes qui sont effectivement concernées, on rate tout, quoi. Et effectivement, on s'est beaucoup appuyé sur vous en demandant qu'il y ait des débats qui soient organisés le plus localement possible pour aller à la rencontre de ces personnes, pour leur permettre de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Ça peut être très variable, hein, ça, il faut utiliser tous les moyens d'expression. Et ça a plutôt bien marché. Ça a plutôt bien marché. Il y avait une vraie demande, il y avait une vraie volonté, effectivement, de pouvoir s'exprimer. Et effectivement, le débat national, c'est compliqué. Nous, notre retour d'expérience, c'est que plus on est au niveau national, plus de toute façon, ça va être un débat avec des parties prenantes. C'est très difficile de mobiliser, on va appeler le grand public, j'aime pas ce terme, sur du débat national. Par contre, plus on est à une échelle territoriale qui est une échelle de vie, plus on arrive à mobiliser des personnes. Donc si on veut faire du débat national et qu'on veut vraiment faire parler tout le monde, il faut réussir à le décliner à l'échelle la plus locale possible, en reposant sur l'auto-organisation d'initiatives locales, comme on a pu le faire avec vous et avec le CNA, le Conseil national de l'alimentation. Alors justement, avant de passer la parole à nos amis pour d'éventuelles questions, je voulais
Alors c'est plus un plaidoyer qu'une vraie question, parce qu'on constate, nous, dans nos travaux, que les initiatives citoyennes, les expérimentations de la démocratie participative sont éminemment fragiles parce qu'elles sont archipélisées. On est atomisé dans nos façons de faire, dans nos façons de nous concentrer. Et donc, du coup, j'en parlais tout à l'heure, c'est quelque part, on a une forme d'aversion de la défiance, parce que au-delà de cette archipélisation, donc on n'est pas assez robuste. Au fond, les élus se méfient un petit peu des citoyens et des initiatives qui fleurissent un petit peu partout. Et ce contrôle, finalement, de la démocratie participative faite par les élus, in fine, c'est un peu notre point de vue, finit par tuer toute la créativité dont nous avons besoin pour réussir ces transitions, pour écrire ces stratégies d'adhésion, pour justement être plus sur la méthode pratique que les techniques, enfin sur les techniques plus que sur la méthode. Alors du coup, et on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il n'est pas temps d'une forme de nouvelle alliance, c'est un peu biblique ce que je dis là, mais d'une nouvelle alliance entre la participation et la représentation, donc l'idée de confiance que vous évoquiez, David, tout à l'heure, et pour comment nous mettre en écosystème, réduire cette archipélisation, essayer de créer ce que nous on appelle ce continuum de qualité démocratique qui partirait des territoires sur la spécificité du débat territorial, en créant cette espèce de continuum depuis les territoires développement vers des politiques régionales qu'animent les Césaires, qu'on demande à une métropole d'avoir un avis, un conseil de développement d'avoir un avis sur les mobilités. Bien entendu, les mobilités régionales sont complètement au cœur du questionnement. Donc si la réflexion, si l'ingénierie citoyenne est bloquée à la frontière de son périmètre administratif, ça n'a absolument aucun sens. Et puis finalement, d'aller rejoindre la troisième chambre, le CESE, pour justement créer cette espèce d'architecture robuste de démocratie participative qui, à ce moment-là, aura la force nécessaire pour accueillir les initiatives, la créativité citoyenne et ces choses qui sont, pour le coup, des fois un peu improbables, mais qui produisent du sens et qui, en tous les cas, correspondent à des attentes un petit peu pas de côté, décalées, dont ont besoin les citoyens pour aller jusqu'au bout. Je suis d'accord sur je suis d'accord sur le projet que vous dessinez, mais ça ne marchera pas si ça reste périphérique, satellite, ancillaire, à la vraie démocratie qui serait la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez bien que le positionnement de toutes ces institutions, il est complètement périphérique et il est consultatif. C'est-à-dire on donne un avis et puis après, le responsable politique en fait un peu ce qu'il veut. Je suis d'accord qu'on a beaucoup progressé sur la méthode, mais il y a quelque chose sur laquelle on n'a pas progressé, c'est la redevabilité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on revient sur ses engagements, comment on justifie ce qu'on n'a finalement pas retenu, etc. Moi, je pense que la souveraineté démocratique doit rester au Parlement, mais qu'on peut construire une démocratie plus riche, qui serait une démocratie des parties prenantes, un peu sur le modèle du capitalisme des parties prenantes qu'on invoque beaucoup, mais on est souvent croyant, mais très peu pratiquant. Je pense qu'il faudrait faire la même chose à l'échelle démocratique. C'est-à-dire que la démocratie représentative, là où ça me pose un problème, c'est qu'on a l'idée que seuls les élus politiques ont le monopole de la décision, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Or, pour conduire les transitions de l'ampleur de celles qui nous attendent, changer de système énergétique, c'est pas une mince affaire. C'est pas ajouter une nouvelle couche d'énergie à notre mix énergétique, c'est changer de système énergétique, sortir complètement de l'économie fossile, monter en puissance sur les énergies renouvelables, peut-être sur le nucléaire, aller vers des trajectoires de sobriété. Si on veut mettre en place des changements aussi importants qui vont avoir un impact à la fois sur les territoires, sur les entreprises, sur les citoyens, sur les gens, sur la façon d'habiter, de se nourrir, de se déplacer, de s'alimenter, eh bien, il faut co-construire. Et le meilleur moyen de co-construire, c'est le contrat. Chantal disait tout à l'heure qu'elle était très attachée à la loi. Moi aussi, je suis tellement attaché à la loi que je trouve qu'on en fait trop. Une bonne loi, c'est une loi qui ne bavarde pas et c'est une loi qui est rare. Regardez les lois de la Troisième République, il n'y en a pas eu beaucoup, mais elles structurent encore l'essentiel de notre vie sociale. C'est des grandes lois de liberté, c'est des grandes lois d'organisation. Par exemple, savez-vous que les funérailles sont réglementées par une loi de 1907 qui a été votée sous la Troisième République. Ce sont des chefs-d'œuvre d'écriture juridique, c'est assez efficace. Quand vous regardez aujourd'hui les lois, on en pond vraiment des kilomètres et des kilomètres, on les défait, alors le pire c'est l'organisation territoriale de la République, on les défait 3 ans après, puis on les refait, on les redéfait, c'est grotesque. Co-construire ces grandes transitions suppose des engagements réciproques, ça suppose de changer vraiment l'architecture de notre démocratie. Il faut qu'au niveau national, on ait un dialogue stratégique entre effectivement les élus politiques, l'État, les collectivités,
mais aussi les parties prenantes que sont les syndicats, que sont les organisations patronales, que sont les grandes têtes de réseaux associatifs, que sont les grandes associations ou ONG, mais aussi des citoyens, et qu'on puisse s'entendre sur des grandes stratégies planifiées à moyen et à long terme, et que chacun prenne sa part. Que chacun prenne sa part. Parce que c'est aussi ça la démocratie. C'est pas juste d'attendre et ensuite d'être mécontent ou frustré parce qu'on n'a pas eu ce qu'on attendait. Il y a ce rapport un peu malsain à l'État en France aussi, où on en attend tellement qu'on est toujours déçu, parce qu'il ne délivre jamais assez par rapport à ce qu'on en attend. On attend quelque chose de démiurgique, quelque chose de thaumaturge. Il faudrait pouvoir se dire que, au contraire, État, société civile organisée, société civile, nous avons ensemble à faire face à un défi considérable et qu'il faut que chacun prenne sa part. Je pense aux entreprises, par exemple. Les entreprises vont devoir prendre leur part. La finance va devoir prendre sa part. Je veux dire, on ne financera pas la transition énergétique juste avec l'argent du contribuable. Il faut aussi que les autres acteurs de la société prennent leur part. Donc développer cette culture des engagements réciproques au niveau national et au niveau local, ça permet d'impliquer véritablement les gens, parce qu'on est dans une démarche de responsabilité partagée. C'est-à-dire que chacun se sent responsable, co-responsable en quelque sorte de la politique publique qu'il est en train de construire. Et moi, je suis un vieux tocquevillien, finalement. Il n'est pas de liberté démocratique sans responsabilité. Et c'est aussi cette réinvention démocratique dont nous parlons, ça peut aussi être l'occasion de redécouvrir l'esprit de responsabilité partagée qui fait cruellement défaut aussi quand même dans notre société. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une vraie démocratie participative ou délibérative si on n'a pas un esprit de responsabilité partagée et si on n'est que dans une posture passive où on attend en quelque sorte, comme on attendrait devant un distributeur de friandises que la friandise tombe quand on a mis une pièce. Et ça, c'est un vrai changement de culture. C'est un changement de culture pour les élus et pour les responsables, parce qu'effectivement, s'ils voient ça comme un gadget, comme une obstruction, comme un obstacle supplémentaire, ben ça ne marchera jamais. Et c'est un changement de culture collectif. Et donc je pense que l'éducation, et je terminerai peut-être sur ça, est absolument majeure pour y parvenir. Merci. Alors justement, est-ce que l'idée de différenciation territoriale pour pondre les bonnes adhésions aux transitions nécessaires, c'est pas ce qui va permettre justement de réenchanter cette démocratie? Est-ce que ça peut aussi se travailler avec la CNDP pour justement animer cette dynamique et in fine arriver à finalement refaire réadhérer les gens au projet de société, à les faire aussi adhérer aux mutations qui s'annoncent, parce qu'il n'y aura rien de pire que de pondre effectivement des lois ou des beaux documents si personne n'y adhère, parce que ça va emmerder tout le monde, parce qu'on n'y aura pas été associé. Ouais. Partons d'un exemple assez simple et concret. On a fait là récemment tous les débats publics sur les projets de parcs éoliens en mer, donc tous les grands projets, hein, pas les petits, les grands. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, le parc éolien, par exemple, en Normandie, le nouveau parc, il va faire 470 km². Chaque éolienne a fait 300 mètres de haut. Donc, c'est vraiment des gros projets industriels dont on parle. Et on a fait aussi débat public sur le projet de parc solaire au sol qui fait 1000 hectares en Nouvelle-Aquitaine. Et dans tous ces débats, ce qui est très intéressant, c'est que la vision en fait du public, et ce sont des projets pour eux nationaux qui sont plaqués sur leur territoire et jamais des projets de territoire. Et c'est ce que dit aussi RTE. Je ne sais pas si vous avez vu les fameux scénarios de RTE, Réseau de transport et d'énergie, sur ce que va impliquer la fameuse transition énergétique. C'est d'abord un changement radical d'aménagement du territoire et donc un changement radical des paysages qui ne peut pas être imposé, qui va nécessairement nécessiter qu'il y ait une forme de visibilité, qui soit une visibilité dans le temps, de qu'est-ce que va devenir votre paysage à l'avenir, que ce soit en mer ou sur terre, et surtout de visibilité spatiale. Qu'est-ce qu'on va mettre à tel et tel endroit? Comment ça va poser un vrai problème de conflit d'usage sur les différents espaces, particulièrement en France où les espaces sont très denses en fait. Et donc une des recommandations qu'on a faites dès 2019 à la suite du débat sur le fameux parc en Normandie, là dont je vous parlais, c'est il faut absolument maintenant qu'on donne de la visibilité, donc il y a une forme de planification de cette transition. Alors, ça y est, on a des ministres à la transition, à la planification, on en a plein, on a même un secrétaire général à la planification. Et on va rapidement pouvoir maintenant mettre en œuvre tout ce qu'on a dit, puisque comme on a été saisi des projets de création de nouveaux réacteurs nucléaires, notamment celui de Penly.
Donc on va faire le débat public sur ce projet-là à la fin de l'année, grosso modo. On a dit au gouvernement, nous, on ne commence pas un débat public sur des réacteurs nucléaires sans que préalablement, il y ait eu un vrai débat national sur notre politique énergétique et donc la place du nucléaire dans cette politique énergétique. Débat qui n'a jamais eu lieu. Ça n'a jamais eu lieu, en fait, ce débat. Et donc, le gouvernement nous a dit, d'accord, ok, on va faire un débat sur ce sujet, proposez-nous une méthode. Donc, on ne sait pas si le débat sera sous l'égide du gouvernement ou sous la nôtre, mais peu importe, l'essentiel, c'est qu'il ait lieu. Et dans la méthode, on leur a bien dit, il faut vraiment que ce soit un débat qui parte des territoires. Si on veut vraiment tenir compte de ce qui a été dit par les uns, par les autres, par RTE, par l'ADEME, par tout le monde, il faut que ça parte des territoires. Il faut que ça repose au maximum sur ces initiatives locales et donc que cette planification, elle soit pensée de manière ascendante. Et qu'il y ait bien une rencontre entre ce que les territoires imaginent pour leur avenir et le décideur. Et là où on fait notre pari, c'est de dire tout ce qui va être dit dans ce débat public doit être versé au Parlement, d'abord au Parlement. Parce que le Parlement est quand même le représentant des territoires. Et c'est le mieux placé pour pouvoir décider. Et donc l'idéal, ce serait que ce fameux débat qui aura lieu, qui doit partir des territoires, donc des plus petites échelles pour remonter, puisse éclairer le Parlement au moment où il va voter la loi, puisqu'il doit voter en juillet 2023 une loi sur la transition énergétique, grosso modo. Et donc que ce débat public aille au Parlement. Et on renverserait en fait quelque chose auquel on est confronté, auquel on ne pense pas, mais c'est qu'à chaque fois, les débats publics, ils vont où ? Ils vont au gouvernement. Ils vont jamais au Parlement. Et c'est cette rencontre, du coup, dont tu parlais, entre le public, le débat public et le parlementaire, qui permettrait peut-être de redonner ce dynamisme à la démocratie, de redonner plus de place aux parlementaires, parce que en plus, les élus locaux en général et les parlementaires, ils n'ont aucun problème avec la participation, mais aucun. Ils la pratiquent, ils la font beaucoup sur le terrain. Il y a des réfractaires, ça, on est bien d'accord. Il y en a qui sont plutôt dans du slogan qu'autre chose. Mais globalement, c'est pas eux les plus réticents à l'égard de la participation. C'est plutôt souvent des experts. Moi, je vois plus de personnes qui tordent le nez dans les administrations de l'État, la Direction générale de l'énergie par exemple, que d'élus qui tordent le nez. Et donc, si on arrivait à faire cette démarche beaucoup plus ascendante qui va au Parlement et qui est un dialogue finalement entre le citoyen et le Parlement, je trouve qu'on réussirait peut-être, en termes de méthode, à redonner du sens. Parce que, in fine, ce que vous expliquez là, c'est la manière de co-construire l'acceptabilité sociale et sociétale de toutes ces grandes transitions. Peut-être pas l'acceptabilité, les conditions de sa faisabilité. Au reste, en démocratie, il n'y aura pas de consensus sur la transition. Il y a un consensus sur l'objectif, la méthode, forcément, il y a un moment ou un autre, tout le monde ne sera pas d'accord. Je pense que c'est une illusion de croire que par la participation, on atteindra le consensus. Et donc, si je puis me permettre, donc, sans que ce soit contractuel aujourd'hui, de quelle manière la CNDP et les conseils de développement peuvent imaginer des liens comme on a toujours fait. Efficaces, au même titre de ce qui a été fait avec le CNA, pour que justement ce soit politiquement vécu comme un événement par l'Assemblée nationale. Ben, nous, ce qu'on utilise de plus en plus pour ces grands débats nationaux où, vous voyez bien, on n'est pas structuré, il faudra avoir des moyens colossaux pour que un grand débat national, effectivement, aille dans tous les territoires s'il était piloté au national. Ce qu'on imagine pour ce type de débat, c'est ce qu'on a fait pour le Sénat. C'est-à-dire, effectivement, un appel à initiative participative locale. On donne à la limite, on donne un kit pour qu'on ait tous à peu près la même méthode pour pouvoir collecter les résultats et traiter les résultats, les donner à voir de manière totalement transparente, pas comme d'autres initiatives qui ont pu avoir lieu par le passé. No comment. Mais donc, c'est une fois qu'on donne les clés sur une méthode, effectivement, ce serait vraiment ça la logique. Parce que nous, on ne peut pas organiser effectivement des événements partout. On n'est pas structuré pour. Il va falloir mouiller la chemise. David, je vous ai coupé la parole. Mais du coup, je crois que j'ai oublié ce que je voulais. Non, c'est juste pour dire que la transition énergétique, par exemple, nous place dans des injonctions contradictoires aussi. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une urgence. La décarbonation, il faut accélérer. C'est dans les 10 ans que ça se joue. Et donc, il va y avoir cette injonction technocratique à aller vite, à simplifier, à accélérer. Et donc, forcément, parfois,
à faire sauter des étapes avec la de culture de participation. l'ingénieur qui Voilà. sait mieux que tout le monde. Et, voilà, comme Et ça. en même temps, c'est des changements industriels, d'aménagement, de paysage, tellement profonds que s'ils ne sont pas acceptés, délibérés, on va se retrouver avec des contentieux, avec des blocages, avec des situations qui vont faire capoter la transition. Et puis on voit qu'il y a des conflits d'objectifs aussi entre biodiversité et énergie. Les éoliennes offshore en sont un bon exemple. Il y a plus de secrétariat à la biodiversité. La biodiversité marine, qu'est-ce qu'on privilégie? La décarbonation, la biodiversité marine. Alors ce dont il faut absolument sortir, c'est des débats manichéens. C'est-à-dire on va pas arbitrer l'énergie et le climat contre la biodiversité. Il faut trouver et justement l'intérêt de mettre ces choses-là en discussion, en débat, en ingénierie démocratique, c'est qu'on va trouver des positions de compromis. Et in fine, il faut se sortir de l'idée que ça va ralentir le temps du projet, parce que je pense qu'on a encore des progrès à faire sur le temps du projet en France. Je pense par exemple qu'il y a une trop grande discontinuité, nous on l'a écrit dans le rapport, mais entre la phase de débat public et de concertation et la phase d'enquête publique, avec des gens qui arrivent dans le processus alors qu'ils n'étaient pas au début. On pourrait peut-être rendre tout ça un peu plus continu, un peu plus lisse, faire un continuum comme ça du projet. Mais au-delà de ça, je pense qu'en fait, il faut accepter de perdre un peu de temps au début, très en amont, sur le débat d'opportunité, pour que chacun puisse prendre sa part, et voilà, et qu'on aboutisse à un projet qui soit vraiment approprié et partagé. Donc accepter de perdre un peu de temps, façon de parler, de prendre un peu de temps, c'est mieux de parler de prise de temps que de perte de temps, je suis d'accord, pour en gagner ensuite. Voilà, pour en gagner ensuite, et surtout pour avoir une vie démocratique et sociale plus apaisée. Je vous remercie. La parole circule, des petites questions. Alain. Bonjour, Alain Faure, co-délégué avec Claire Bertin du nouveau conseil de développement de Grenoble-Alpes Métropole. C'est ma première... Merci beaucoup. Je trouve le débat absolument passionnant parce que d'une certaine façon, tous les deux, vous nous dites, on est déjà dans le post-participation. C'est-à-dire que on connaît le mécanisme de la participation citoyenne, mais vous racontez quelque chose qui est plus exigeant, plus compliqué. Et moi, il me semble que c'est pas la démocratie collaborative dont vous parlez, mais c'est le retour de la démocratie délibérative. C'est-à-dire que c'est les mécanismes, vous l'avez dit, chacun à votre façon. Comment on remet, même pour les invisibles. Les invisibles, ils ont toujours vécu grâce au délibératif et au corps intermédiaire. Et du coup, je me disais il y a deux vertiges qui sont racontés dans ce que vous racontez. Il y a le vertige d'un côté de la promesse républicaine, c'est-à-dire le vertige des choses qu'on n'atteindra jamais. Et puis il y a aussi le vertige des attentes citoyennes, c'est-à-dire les citoyens demandent des choses qu'on n'atteindra jamais. Et il me semble que les conseils de développement, aujourd'hui, notre défi, c'est les corps intermédiaires. C'est-à-dire ces instances qui travaillent dans les délibérations, dans le temps long, avec du débat, un peu comme un syndicat, un peu comme une association, un peu comme le Sénat, et qui travaillent, qui moulinent les attentes citoyennes pour en faire quelque chose. Parce que je trouve que le titre est un peu trompeur. Prendre au sérieux les attentes citoyennes, ça suffit pas. Une fois qu'on a toutes les revendications sur une table, on fait pas des politiques publiques. Donc moi, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce qu'on doit pas forcer le trait sur la démocratie délibérative? C'est-à-dire monter de plus en plus, en tous les cas à Grenoble, c'est notre obsession, remonter des corps intermédiaires. C'est-à-dire remettre des structures où les gens travaillent pendant 1 an, 2 ans, pas qu'une convention citoyenne en 3 mois où on diagnostique tout et on fait des décisions imprenables, mais quelque chose de beaucoup plus long. Est-ce que le délibératif, est-ce que le post-participatif, c'est pas le retour au délibératif? C'est un vieux débat parce qu'effectivement, on a beaucoup pensé participatif et très peu délibératif en général. En France, pour la CNDP, c'est vraiment une procédure participative dans la mesure où le délibératif est renvoyé ensuite aux décideurs. Alors, il y a bien une exigence de reddition des comptes qui est posée par la loi, puisque le décideur doit dire ce qu'il fait de la parole citoyenne qui s'est exprimée pendant les débats publics, mais on n'en est pas au délibératif. Alors parfois, on fait un peu de délibératif en proposant effectivement aux décideurs avec des démarches spécifiques, qui peuvent être des démarches par exemple, de conventions tirées au sort, mais on lui propose effectivement des délibérations, mais c'est pas systématique. Et aujourd'hui, la carence majeure de l'ensemble de ces démarches participatives, c'est bien ça, c'est le lien à la décision, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que ce qui est proposé dans la loi en termes de reddition des comptes, c'est quand même très très maigre. Ça a le mérite d'exister, mais c'est quand même très très maigre. Alors nous, on pousse un petit peu les feux, c'est-à-dire que maintenant, on émet un avis sur la qualité et surtout la complétude de la réponse du décideur, en disant hop hop hop, vous n'avez pas répondu à telle proposition, vous n'avez pas répondu à telle recommandation, mais on dépasse
le cadre qui nous est fixé par la loi. Après, on a le droit de le faire, on a trouvé un petit truc pour le faire, mais on dépasse un peu le cadre qui nous est fixé. Alors oui, mais le délibératif, ça va commencer à poser beaucoup de questions aux uns et aux autres. C'est-à-dire, ça va commencer à poser des questions sur dans l'ensemble de l'organisation institutionnelle. C'est ce que disait David tout à l'heure, sur la place des parlementaires, sur la place des différents décideurs. On n'a pas, nous, beaucoup... Alors, nous, en tout cas, dans nos démarches, on n'a pas de revendication des citoyens pour prendre les décisions à la place d'eux. On a vraiment des revendications pour dire, attendez, on me propose telle chose, on voudrait savoir ce que vous en faites, mais on n'a pas de revendication pour être vraiment dans le délibératif par les citoyens. Par contre, ce qui est clair, c'est que ce qui les agace au plus haut point, on l'a vu sur le débat qu'on a pu faire sur la PAC, par exemple, la politique agricole commune, c'est quand finalement, il est fait peu de cas des conclusions qui étaient très claires sur la politique agricole commune. Il est fait peu de cas de ces conclusions et que ça continue business as usual. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que même la Commission européenne a dit à la France, pop-up, vous n'avez pas tenu compte des conclusions du débat public, ça nous a fait très plaisir. Alors, moi, je préfère le mot délibératif au mot participatif. Effectivement, c'est pas les mêmes origines. Le mot participatif, il vient... Alors, le défaut du mot délibératif, c'est que ça vient de la théorie. C'est vraiment des théoriciens qui ont inventé ça. C'est Habermas, c'est Fishkin, c'est vraiment des profs de philo, des profs de droit, avec cette idée, effectivement, que la construction du sens... Vous connaissez aussi John Dewey, le public et ses problèmes, etc. La construction du sens ne peut se faire que dans une bonne délibération qui suppose une interaction, une confrontation loyale de points de vue, une certaine méthode, etc. Le petit défaut de cette approche, c'est qu'elle est un peu théorique. Et c'est pour ça que moi, j'ai mon mot maison, qui est la démocratie implicative, qui en fait est une démocratie pleinement délibérative, mais qui suppose aussi du faire ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans de la discussion qui aboutit éventuellement ensuite à une décision, mais on est aussi dans la coaction. Et vous voyez, on a parlé des grands projets politiques, il y a aussi l'action administrative. Vous voyez, des pays comme le Danemark, même comme l'Angleterre, sont très avancés dans ce qu'on appelle le co-design de l'action administrative. C'est-à-dire que quand vous êtes un élève ou un parent d'élève, quand vous êtes un patient, vous êtes un usager du service public, et donc à ce titre, vous pouvez le coproduire. Et donc, on pourrait imaginer demain que dans le cadre de ces conférences territoriales dont on parlait tout à l'heure, imaginons qu'on soit sur un territoire comme Sarcelles, où vous avez un taux de décrocheurs qui est beaucoup plus élevé que dans d'autres territoires, que dans la moyenne nationale. On pourrait imaginer que dans cette conférence locale, qui réunit les parties prenantes, les citoyens, les corps intermédiaires, on puisse décider, on a un budget supplémentaire pour prendre en charge le décrochage scolaire, pour de l'accompagnement individualisé, etc. Et on puisse décider localement comment on va employer cette enveloppe. Et donc on est dans l'action, on est dans l'évaluation, on est dans le faire. Et on n'est pas simplement dans le dire. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, la démocratie, c'est vieux comme la Grèce antique, puisque c'est ce que disait Hannah Arendt. Elle disait, en fait, la démocratie, c'est l'articulation des paroles à des actes. C'est-à-dire que quand il n'y a que des paroles et pas d'actes, il y a une perte de confiance. Quand il y a des actes sans parole, c'est la technocratie qui confisque. C'est l'expertise qui confisque. Et donc, tout l'enjeu pour moi de cette démocratie à réinventer, c'est de reconstruire un lien entre les paroles et les actes. Et le petit défaut de cette approche délibérative qui est très en vogue dans la science politique, c'est qu'on est beaucoup dans l'épure de la bonne discussion, de la bonne délibération, mais qu'il faut aussi, au niveau local notamment, être dans le faire. D'ailleurs, on le voit bien, c'est que toutes les initiatives locales de démocratie participative sont effectivement dans le faire. Et c'est là où il y a un petit peu un dissensus entre la participation et la représentation, parce que ça fait un petit peu peur. C'est pareil pour l'organisation de l'offre de santé. Quand on est dans la ruralité, par exemple, comment on va designer une maison pluriprofessionnelle de santé, de proximité, quels sont les besoins des usagers, comment ils évoluent dans le temps. Je trouve que c'est intéressant de se mettre dans des postures où les gens, en fait, agissent avec le producteur du service public, donc l'État ou la collectivité locale, évaluent aussi. Parce que la démocratie, c'est pas juste la délibération et la décision. Il y a vraiment 4 étapes dans la démocratie. Il y a la délibération, la décision, l'exécution et l'évaluation. Et il faut qu'on puisse en fait faire participer à ces 4 étapes. Ouais, prendre le temps, faire et reddition des comptes pour avancer. Je crois qu'il y avait des questions par là. Je vais un peu modifier ma question parce que vous avez un peu répondu à ce que j'avais posé comme question. Ouais, je suis Laurent Haddad, je suis coprésident du FEU, CODEV de Plaine Commune.
Oui. Alors, je vais vous citer quelqu'un de très bien qui s'appelle Chantal Joanneau, qui a dit aux rencontres européennes de la participation, qui a dit « Il est temps de parler de la participation à la décision, le droit de la participation de chaque personne doit être garanti et l'obligation doit être faite aux décideurs de rendre des comptes. » Vous avez un peu répondu à cette question-là. Alors, je vais essayer d'être un peu plus proactif. Est-ce que ce ne serait pas intéressant, puisque quand on rend parce que vous avez dit tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on nous réponde qu'est-ce qu'on nous a dit qu'on en fait. Et donc l'idée, ce serait peut-être de proposer à chaque fois qu'on fait une délibération, qu'on donne un rapport, donner l'outil de réponse qui serait associé au rapport en disant, voilà, vous nous répondez sur cet outil-là, avec ce genre de réponse qu'on pourrait avoir, etc., etc. Et nous, en tant que la CNCD, on pourrait travailler sur ce genre d'outil qui ferait un double emploi, c'est-à-dire qu'on rend nos décisions, nos évaluations, nos travaux, et en plus l'outil de réponse qu'on voudrait voir rempli par les décideurs par rapport à ça. Oui. Merci pour votre question, parce que c'est en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, comme les exigences de reddition des comptes sont quand même très faibles, à l'issue des débats publics en particulier, mais aussi toutes les concertations sur des gros projets, on a mis en place un système assez simple où il y a les propositions du public, puisqu'on fait travailler souvent les publics sur des propositions assez concrètes, par exemple sur des lignes ferroviaires, on peut les faire travailler sur des tracés. Et puis, il y a aussi un certain nombre de recommandations qui vont, alors pour nous, essentiellement porter sur l'information et la suite de la participation, notamment jusqu'à la réalisation des travaux. Et donc, on a mis en place ça sous forme de tableau. Un tableau dans lequel on a les propositions, et comme ça, le responsable ensuite met sa réponse en face. Et puis il y a une dernière colonne où on donne notre avis sur la réponse. Pas sur le fond, parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Nous, on a une obligation de neutralité absolue, mais est-ce qu'elle est assez complète? Est-ce qu'elle est évasive ou pas? Et donc ça a vraiment permis de beaucoup monter en gamme la qualité des réponses des responsables de projet, parce qu'ils se sentent obligés, évidemment, de donner beaucoup plus de détails sur ce qu'ils vont faire. Alors parfois ils ne peuvent pas, donc ils s'engagent à dire on mettra à disposition telle étude, ou parfois ils ne peuvent pas. Mais ça permet aussi de voir vraiment là où ça bloque. Et typiquement, par exemple, on a un exemple très concret. Il y a une recommandation qui est systématique, qui est que dans les cahiers des charges sur des projets énergétiques, le choix de celui qui va réaliser le projet ne se fasse pas uniquement sur le critère du prix. Aujourd'hui, le critère du prix, c'est 70% à peu près. Et donc, systématiquement, c'est demandé. Ça, c'est un point sur lequel jamais on a de réponse positive. Donc, c'est intéressant parce que ça permet de voir aussi les éléments sur lesquels ça bloque. Donc ça, on le fait, nous, de manière, j'allais dire, de notre propre initiative. Ça marche parce que c'est basé sur la réputation, finalement, des responsables de projet. Mais ça mériterait d'être vraiment aussi beaucoup plus clair, d'avoir une garantie légale un petit peu plus forte. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour le CESE. Et je leur ai toujours dit, c'est quand même incroyable, vous, CESE, quand vous produisez un avis, il n'y a aucune obligation de réponse du gouvernement. Aucune. Écoute, ils sont pas obligés de dire, voilà ce qu'on prend en compte ou pas, et pourquoi surtout on le prend en compte. C'est le pourquoi qui compte le plus d'ailleurs que la réponse. C'est vraiment le pourquoi, l'argumentation finalement du choix des décisions. Et donc voilà, merci beaucoup pour cette question. On s'était mis d'accord avant, vous l'avez pas dit, mais... Et David, sur les outils justement pour faciliter la reddition des comptes, sur la méthodologie de cette reddition. Imaginons, en même temps, je pense que c'est pas si compliqué de faire quelque chose d'opérant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une série de propositions qui ont été faites par les citoyens ou par... Et que l'idée n'est pas de piéger. Le responsable politique, il peut faire un tableau à triple entrée, à triple colonne, en disant voilà ce qu'on a gardé, voilà ce qu'on a gagé, c'est-à-dire on ne prend pas la solution, mais on ne prend pas cette proposition, mais on la remplace par une autre qui va produire le même effet, c'est possible. Et puis, faisant en sorte qu'il y en ait le moins possible quand même,
ce qu'on n'a pas retenu et pourquoi on l'a pas retenu. Et en expliquant vraiment de manière très détaillée par rapport au mandat qui est le leur, par rapport à... Parfois, il peut y avoir aussi des contraintes budgétaires, juridiques, même si moi, je suis très favorable à ce que... Et c'est pour ça que je suis pour les approches délibératives, responsabiliser aussi. C'est-à-dire que les gens qui participent à la délibération soient sensibilisés. C'est aussi une éducation, c'est une éducation collective à ce que c'est que l'arbitrage politique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde infini. Et donc, il faut, quand on prend une décision, ça a forcément un coût d'opportunité ou un impact ou un effet d'éviction sur une autre décision. Ça a un coût. On est dans un univers de règles, on est dans un état de droit déjà. Et on a un droit européen et on a des conventions internationales. Donc, ces choses-là, il faut les respecter. Et donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette éducation aux contraintes qui se fait dès l'acte de délibération. Oui, avec toutes les notions de responsabilité liées à l'externalité d'une décision qui va peut-être produire des choses improbables qu'on ne peut pas quand même maîtriser au moment de la décision. Le message important que je voudrais faire passer, là je sors un peu de la question, mais c'est qu'il ne faut pas que la démocratie participative devienne le débouché d'une pente fâcheuse que nous sommes en train de prendre dans nos sociétés hyper individualistes, du moi-je, moi-je. Hein, c'est-à-dire, au fond, moi je veux ceci, moi je veux cela, etc. La construction d'un intérêt général, et c'est pour ça que la délibération c'est important, ça implique vraiment de confronter les points de vue, de faire des arbitrages, de prendre conscience des contraintes, etc. Et donc de ce point de vue-là, c'est quand même très important d'avoir une méthode rigoureuse. Et du débat sans tuer l'autre. Alors, là-bas au fond. Oui. Bonjour, Vincent Massé, chargé de mission de l'équipe d'appui du Conseil de développement de la métropole européenne de Lille. Alors ma question s'adressait à Madame Chantal Joanneau. Donc concernant en fait le grand débat national, j'aurais aimé que vous nous fassiez un retour d'expérience sur la saisine de la CNDP et sur la mise en œuvre du débat et sur votre point de vue sur ce qu'il en a résulté. Ouais. Merci. Il est coquin. Alors, on a été sur le grand débat national, donc on va refaire toute l'histoire, mais rapidement, je vous le promets. On avait fait un débat public sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc le dernier qui aura lieu sur ce sujet. Et au moment des conclusions, c'était au CESE d'ailleurs, la personne qui avait présidé ce débat a dit il y a un risque de jacquerie fiscale imminente. Il y avait donc un ministre qui était dans la salle. On lui a dit attention, parce que là vraiment les mesures ne sont pas comprises. Elles sont vécues comme une injustice sociale. Et c'est le premier sentiment qu'implique aujourd'hui la politique énergétique, qui inspire la politique énergétique. Et malheureusement, pas très longtemps après, il avait raison, puisque il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, on est saisi, nous, pour, dans un premier temps, conseiller le gouvernement sur comment, effectivement, organiser un grand débat national sur ce sujet. Deux éléments. D'abord, pour préparer ce débat, on s'est dit, tiens, ce serait quand même intéressant de voir quels sont les sujets qui préoccupent vraiment les personnes qui se disent gilets jaunes. Et donc, on a demandé à Matignon et à l'Élysée de nous envoyer tous les mails et toutes les lettres qu'ils avaient reçues de personnes qui signaient gilets jaunes. Et on a fait faire par Marianne Doury, qui est une spécialiste en argumentation, une analyse de l'ensemble de ces contributions. Et ce qui était très intéressant, c'est que la tonalité de l'ensemble de ces courriers était extrêmement positive. C'était vraiment une logique de on a un problème collectif, on ne sait pas comment faire en sorte que la transition énergétique ne soit pas une injustice sociale. Nous, on a des propositions à vous faire et on voudrait vous rencontrer. Et donc, à l'époque, je demande au Premier ministre, mais est-ce que vous avez rencontré ces personnes? Est-ce que vous leur avez répondu? Est-ce que vous avez fait au minimum un accusé de réception? Est-ce que vous avez lu ces courriers? Et il me dit, non, j'en ai marre de me faire insulter. C'est pas du tout la tonalité de ces différents courriers. Donc, cette absence de réponse a quand même contribué à une dégradation certaine du climat social. Deuxième élément, on poursuit, on dit écoutez, nous sommes une autorité administrative indépendante. Ça suppose qu'au-delà de la méthode qu'on va vous proposer, si on poursuit et si on organise, si on est nous-mêmes garants de ce débat national, les conclusions de ce débat, on les écrira nous-mêmes et elles ne pourront pas être soumises à relecture avant publication. Ce qui a été un point de blocage majeur, qui a entraîné évidemment une tension certaine avec le gouvernement et qui a fait qu'on a dit nous, on ne peut pas organiser si on n'a pas de garantie par rapport à notre indépendance. C'est complètement contraire
au principe même de base de garantie d'une démarche de débat public, quelle qu'elle soit. Et donc ensuite, le débat a eu lieu. Ça a été un vrai débat. Enfin, je veux dire qu'il y a eu quand même énormément de choses qui se sont dites dans les cahiers de doléances. C'était formidable, je pense, que le gouvernement aille sur le terrain, qu'il aille à la rencontre des élus, qu'il aille écouter tout ce qui s'était dit. Alors, on peut critiquer la forme, on peut dire il a pris trop de place dans les débats, il n'a peut-être pas été assez à l'écoute, mais franchement, ça faisait longtemps que ça aurait pu être fait et c'était vraiment très bien, cette démarche de débat national. Maintenant, ce qui est le problème, ça a été l'exploitation des contributions et les conclusions qui en ont été retirées, puisqu'il n'y a pas eu de démarche vraiment scientifique d'exploitation des contributions qui fait qu'aujourd'hui, personne ne retient rien de ce débat. Personne ne sait concrètement quelles ont été les conclusions de ce débat. Donc ça, c'est un gâchis énorme en termes de connaissance même de la société, de ses attentes, de ses valeurs profondes. Et d'ailleurs, les contributions ne sont toujours pas accessibles, elles ne sont toujours pas publiques, hein. Elles sont dispersées, donc vous pouvez aller, vous, les consulter, mais on n'a pas un accès collectif à l'ensemble de ces contributions. Et puis, dernier élément, et là c'est peut-être plus un sentiment personnel, mais je trouve que la conclusion qui a été de dire on va faire une convention citoyenne parce que le problème c'est l'environnement, c'est pas du tout nous ce qu'on a lu et ce qu'on a entendu. Le problème était beaucoup plus global sur ce sentiment plus général d'injustice sociale qui ne concernait pas que l'environnement, qui était bien au-delà de la question environnementale. Et je trouvais que c'était la réponse facile qu'on entend tellement à chaque fois sur le problème c'est l'environnement. C'est toujours le problème, l'environnement. C'est jamais la solution, c'est toujours le problème dans le discours politique. Et donc de focaliser les débats et les réponses uniquement sur la question environnementale, c'était passer à côté de 70% du problème, grosso modo. Donc la Convention citoyenne a fait un très bon travail. Ils ont fait des propositions, c'est des propositions qui étaient connues, qui existaient, ils ont fait un bon travail. Mais c'est dommage d'avoir réduit les conclusions du grand débat à tout ça. Donc voilà ma lecture des choses. C'était un moment gâché par ses conclusions, pas par le moment, parce que finalement le débat il a eu lieu. Une question ici, on poursuit. Oui, bonjour, Dominique Chuffard, président du Conseil de développement de la métropole de Rennes. Alors moi j'ai 3 questions. La première, vous parlez de cahier de doléances. Vous parlez qu'il faut plutôt se retourner, pourquoi pas vers le Parlement, plutôt que vers le gouvernement. Si on fait un peu l'histoire de France, c'était le premier but des députés. C'était de remonter ces cahiers de doléances sous Philippe le Bel, si je ne me trompe pas, hein, donc ça remonte à très longtemps. Et c'est pour ça qu'ils avaient ce nombre de députés. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est plutôt le rôle de la CNDP à remonter ces cahiers de doléances? Est-ce que la CNCD peut avoir aussi cette mission vis-à-vis de nos députés, puisque c'est pas forcément aujourd'hui les gens avec qui on a le plus de contact, hein, on est plutôt sur les métropoles, hein, donc forcément. Donc ça, c'était ma première question. La deuxième question, c'est une inquiétude, c'est ne pensez-vous pas qu'avec la baisse des DGF, la démocratie participative en prenne un coup, puisqu'on voit bien, hein, en tout cas sur les terrains, que on a envie de remettre en cause les postes de techniciens dans divers et variés, pour dire il y a moins de dotations, donc forcément il faut recentrer les financements. Voilà. Et puis ma troisième question, qui est un peu plus ouverte, c'est que pensez-vous de la multiplication des structures de démocratie participative? Tout le monde y va, de sa petite structure, assemblée citoyenne, voilà, donc conseil de quartier. Enfin, il y a aussi je pense que le citoyen s'y perd. Et il ne sait même plus à quelle association ou en tout cas forme de structure s'adresser, quoi. Je laisserai Chantal répondre sur les cahiers de doléances, sur la CNDP. Sur la baisse des dotations, je pense je veux dire, oui, on est dans un environnement contraint et on va l'être de plus en plus là dans les années qui viennent, non, avec les taux qui remontent. Tout le monde doit prendre sa part. Simplement, après, c'est une affaire de volonté politique, c'est-à-dire qu'une collectivité, soit elle considère que les techniciens de la participation, c'est du gras, et donc quand les jours maigres reviennent, on doit tailler. Soit elle considère que ça fait partie du muscle et de l'essentiel. Et moi, je pense que c'est un changement culturel où il faut qu'on considère que c'est l'essentiel. Et donc, c'est des fonctions qui sont essentielles. Et je suis sûr qu'on peut trouver d'autres moyens de faire des économies. Je pense qu'il y a des moyens de faire des économies quand même dans les collectivités territoriales
c'est une possibilité à mon avis. Hein. Ensuite, sur la question que vous posez sur la multiplication des structures, c'est un peu comme mille fleurs s'épanouissent. C'est-à-dire que je pense que comme on est en train d'expérimenter une nouvelle façon de faire de la démocratie, chacun y va de sa structure, de son initiative. Il y a un peu de gadget aussi. Moi, je vois des conventions citoyennes qui fleurissent dans des villes de 10 000 habitants. Pour tout et n'importe quoi. Parfois, on se demande un peu. Parfois, c'est un peu soit du gadget, soit de l'affichage politique. C'est-à-dire que l'élu va créer ça parce que c'est dans l'air du temps, mais sans vraiment avoir une radicalité dans la démarche, une rigueur et une crédibilité dans la démarche. Et puis, il y a un souci d'indépendance, bien sûr. Je pense que ça. Mais après, ça fait partie, si vous voulez, de la loi du genre. Je pense que les choses vont se rationaliser. Et qu'effectivement, ce serait bien, en fait, à l'échelle bassin de vie, d'avoir... Moi, je plaide pour des conférences de l'action territoriale, ou de l'action locale, qui seraient... dans lesquelles les conseils de développement pourraient jouer un rôle important, l'intercommunalité aussi, mais dans laquelle on aurait à la fois les maires, les parties prenantes, des citoyens tirés au sort, avec un principe de rotation qui ferait que... vous voyez, ce serait bien, par exemple, que tout citoyen d'un territoire puisse, au moins une fois tous les 5 ans, participer à ce continuum délibératif qui porterait sur différents sujets, l'organisation des services publics, la transition énergétique, l'aménagement. Voilà, je pense qu'on a encore... Aujourd'hui, on est un peu dans le grand chaos, effectivement, le grand flou artistique. Mais ces choses-là vont se dessiner petit à petit, je suis assez confiant. Alors pour l'anecdote, à chaque fois qu'il y a eu un débat parlementaire pour... nous vouloir du bien, à nous, Conseil de développement, la loi Le Cornu en dernier, on a parlé des moyens. Et à chaque fois, on nous a opposé l'article 40 de la Constitution. Si ça coûte des sous, c'est pas possible. Donc, débrouillez-vous. Donc, du coup, on se débrouille. Mais effectivement, si la participation, la délibération, enfin tout ce système, cet écosystème très productif ne dispose pas de moyens, il ne faudra pas s'étonner que la créativité commence à être gueule pas à pas, quoi. Donc il y a besoin de moyens, point barre. C'est comme l'histoire de perdre du temps, on n'en perd pas, on gagne du temps, on l'utilise différemment. Voilà. Les moyens, c'est pareil. Juste une petite anecdote en termes de prendre du temps ou pas. Et on a fait une petite évaluation sur les 100 plus gros débats publics qu'on a pu conduire depuis 25 ans. Savez-vous, sur ces 100 débats publics, donc ça concerne des projets de route, TGV et autres, combien aujourd'hui de projets sont sortis de terre effectivement sur 100? C'est simple, hein, c'est 100, donc du coup c'est facile. Petite idée? Ah, vous êtes pas mal. 10. 10. 10. Il y en a 16 qui ont été abandonnés, mais généralement 5-6 ans plus tard. Et en fait, à chaque fois, le temps est lié à des problèmes de financement pour l'essentiel. Des problèmes de financement, des problèmes aussi de changement de majorité qui font que le projet est remis en question dans ses objectifs, d'études complémentaires et autres. Donc nous, d'ailleurs, on a pris une décision, c'est que maintenant, quand on nous soumet un projet dont manifestement qui n'a pas de financement, on dit on ne fera pas un débat public parce que le débat public est quand même pas effectivement une œuvre de communication politique. Donc si c'est juste pour occuper le terrain et pour essayer de montrer qu'on fait quelque chose face à un problème, on ne veut pas être, nous, instrumentalisés dans le cadre de ce type de décision. Mais donc voilà, c'est la question du temps, je trouve qu'il faut vraiment, et vous le dites très bien, il faut vraiment la relativiser. Alors, est-ce que c'est le rôle de la CNDP de remonter les cahiers de doléances? Pas du tout. Vraiment pas du tout. Nous, notre rôle, effectivement, c'est de mettre en débat aujourd'hui des grands projets qui ont un impact sur l'environnement. Mais en tout cas, c'est pas du tout de se substituer à la représentation politique. Par contre, notre rôle pourrait être de faire effectivement la synthèse ou le bilan de ces cahiers de doléances. Et pourquoi je dis ça? Parce que une question centrale qui est posée quand on fait de la participation en général et du débat public, c'est la question de confiance. C'est celle qu'on pose depuis le début. Et donc d'offrir une garantie que tous les arguments
seront bien effectivement transmis à égalité, qu'il n'y aura pas de jugement à porter sur la qualité de ces arguments, qu'il n'y aura pas de parole mise de côté parce qu'elle pourrait déranger, c'est quand même quelque chose que nous demande systématiquement le public. Donc quand on fait un débat, vraiment, il y a 2 questions qui nous ont posées systématiquement, c'est qui vous paye ? C'est qui vous paye ? Alors comme on a un système de financement totalement indépendant, on paye tous nos garants, nous, directement, ils ne sont jamais payés par les maîtres d'ouvrage. On a une réponse assez claire sur cette question. Et ensuite, c'est qui rédige les conclusions. Donc c'est vraiment cette question-là qui est centrale, mais par contre, non, notre vocation n'est pas de nous substituer aux instances existantes sur le terrain, ça c'est sûr. Vraiment pas. Et je pense que ce serait mal, ça. Une dernière question. Il y en a une ici, là. Donc Guy Jourdain, conseil de développement de la métropole et du pays de Brest et réseau des conseils de développement bretons. Et donc moi la première, Chantal Joanneau a parlé de la loi tout à l'heure, la loi égalité, engagement proximité, qui a essayé de supprimer les conseils de développement, mais qui a quand même réussi à diminuer, à augmenter le seuil. Donc ça veut dire que plein de PCI, plein de territoires de bassin de vie aujourd'hui n'ont plus de conseils de développement, ou alors parce qu'ils ont réussi à les garder, mais ça veut dire que ça a créé une inégalité territoriale forte, à mon avis, qu'il faudra un jour remédier. Et je voulais revenir sur la loi. Cette loi-là, elle a quand même institué en même temps, dans son article 1er, l'obligation de faire un débat sur le pacte de gouvernance, et un deuxièmement qui dit obligation de faire une délibération au sein de la communauté de communes sur les modalités de consultation du conseil de développement quand il existe. Mais surtout, après, c'est la suite qui est intéressante, parce que même s'il n'y a pas de conseil de développement, c'est les modalités d'association de la population à l'élaboration, la mise en œuvre ou l'évaluation des politiques publiques de l'établissement public. Donc ça veut dire que là, il y a une ouverture qui a été faite. Et hors cette ouverture-là, bon, on a essayé de s'en saisir partout, mais on n'a pas réussi à bousculer. Donc ça montre bien le frein quand même très fort qu'il y a, et que même y compris dans les métropoles, je pense qu'il n'y a pas eu partout des débats, des délibérations. On voit bien le décalage qu'il y a aujourd'hui entre même y compris une loi et donc cette volonté de faire participer les citoyens, et même y compris les régions aujourd'hui. Quand on dit les régions, comme la région Bretagne par exemple, a essayé de pousser à ce que vous dites là, des débats territoriaux, ça va se faire, mais ça met du temps. C'était prévu en 2019 et ça traîne depuis dans le cadre de la Braille-Scope qu'on appelle ça. Et donc c'est vrai qu'on voit bien que les freins, ils existent dans des petites baronnies qui sont très difficiles à faire bouger. Sur le débat public, sur l'éolien flottant, c'est pareil, le conseil de développement, on a participé, on a fait un cahier d'acteurs. Je pense qu'on est quand même sur le fait de ne pas avoir de retombées territoriales. C'est important de cette question-là, s'il n'y a pas de réponse. Et moi, je pense que s'ils ne répondent pas là-dessus, les 10 consortiums qui sont en compétition aujourd'hui, ils sont en dialogue concurrentiel. Si on n'arrive pas à avoir des retombées locales en emploi, il va se produire ce qui se produit à Saint-Brieuc aujourd'hui, c'est-à-dire il y aura un rejet très fort. Et ça remettra en cause, y compris après, malheureusement, le débat public aussi, parce qu'on va dire, ouais, mais vous voyez bien, on fait des débats, on dit ce qu'on pense, et on ne tient pas compte de notre avis. Et puis là, il est quand même exprimé très fort, cette idée. Et donc, l'histoire du prix, là, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui pèse. Il faudrait vraiment des notions environnementales et sociales qui soient beaucoup plus fortes. Mais d'ailleurs, oui, ça c'est une question dans tous les débats sur l'éolien en mer qu'on a. Il y a 2 questions, les retombées locales. Et donc, c'est un des sujets avec les questions de visibilité, donc les photomontages, sur lesquels on a le plus de demandes d'expertise complémentaire, puisqu'il y a un doute énorme sur les chiffres avancés par les différentes maîtres d'ouvrage quand ils annoncent des retombées locales en termes d'emploi ou en termes économiques. Vous aviez aussi les questions fiscalité qui se sont beaucoup posées sur votre débat. Et il y a toujours des engagements forts pris par les uns et les autres. Mais on va voir la réalité, parce que là, on est sur les premiers vrais grands projets industriels. Les projets qu'il y avait auparavant, c'était vraiment des petits projets. Là, on va voir la réalité des chiffres qui sont annoncés par les uns et par les autres. Et vous avez raison, le problème, c'est que souvent, on confond la qualité de la décision et la qualité du débat public. En fait, souvent on me dit un bon débat public, c'est un débat qui va permettre aussi. Je dis non, ça c'est une bonne décision, c'est différent. Et c'est donc, on revient toujours à cette question centrale qu'on évoquait tout à l'heure, qui est le lien à la décision et la garantie du lien à la décision.
Mais voilà, on n'a pas fini. Vous avez 2 super garants par contre sur ce projet-là. Ils sont bien actifs. Hein. Alors, je fais de la publicité. Sachez donc, Brest, ils sont hyper actifs en termes de participation quand même. C'est pas mal. Ouais. Et Rennes va accueillir les rencontres de la participation en octobre. Alors, il reste beaucoup de questions, mais seulement 10 minutes. Oui, j'étais longtemps au Conseil de développement de Grenoble-Alpes Métropole et mon successeur a parlé tout à l'heure. Et je vis en ce moment une expérience de garant dans une convention citoyenne. Donc, nouvelle expérience avec Jean-Michel Deniau. Et j'y suis allée tout doucement. Et je m'interroge quand même sur la manière dont ça fonctionne, puisqu'on va fortement sensibiliser des citoyens qui vont ensuite se positionner, mais pas comme le ferait un citoyen lambda, puisqu'ils ont eu vraiment une imprégnation environnementale qui modifie certainement le positionnement par rapport aux citoyens en général. Donc, les propositions qu'ils vont porter seront certainement plus fortes et plus contraignantes que ce que pourraient accepter les citoyens. Et dans tout ça, il y a un fort coût. Moi, je suis bénévole, mais une convention citoyenne, c'est un sacré coût quand même. Ce sont des cabinets conseils, c'est très encadré, très cadré, et je me dis que à côté, il y a tout ce qu'on ne pourra pas faire, puisqu'on aura mis ses sous de ce côté-là. Bon, donc est-ce qu'il ne faut pas être plus raisonnable dans la manière de gérer les conventions citoyennes? C'est peut-être pas le remède magique comme on a tendance à le faire apparaître en ce moment. Et puis, j'y vois aussi au bout un côté un peu Kleenex. On jette après usage, une fois que le citoyen le citron a été pressé, eh bien, voilà, qu'en fait-on? Donc, je pense aussi qu'il y a peut-être une idée de suivi dans ce principe-là. Donc, voilà, des questions que je me posais en me disant, ne vendons pas la Convention citoyenne comme le produit magique qui va remplacer tous les autres. Je vais répondre très rapidement. Merci. Parce qu'il faut que David aussi, il a des choses à dire sur ce sujet normalement. J'ai présidé les trophées de la participation depuis plusieurs années et l'année dernière, ça a été la grande mode des conventions citoyennes. Il y en avait effectivement beaucoup. Alors celle de Grenoble, elle est plutôt bien faite. Il est vrai que le biais de toute procédure de tirage au sort, c'est que par le fait que les personnes sont formées, elles vont développer un discours beaucoup plus rationnel et donc qui ne garantit pas l'acceptabilité finale des mesures qui seront proposées. Et donc on avait eu un débat avec le gouvernement sur ce sujet quand ils ont voulu faire une convention citoyenne sur la stratégie de vaccination. Au moment où la vaccination était très contestée, on leur a dit c'est une erreur, il faut faire un débat beaucoup plus général pour comprendre les motivations des craintes par rapport à la vaccination, mais pour ça, il ne faut pas que ce soit par une convention citoyenne, parce qu'il faut que les personnes parlent beaucoup plus avec leurs émotions, avec leurs relations spontanées face au sujet. Donc c'est vrai, mais ça dépend du sujet finalement. Quand on veut faire du vrai délibératif, si vous voulez hiérarchiser des propositions, il faut en passer, la convention citoyenne est beaucoup plus efficace pour faire ce type d'exercice. Oui, c'est cher. Le tirage au sort, si on veut que ce soit bien fait, que ce soit pas simplement des listes de volontaires qui sont aussi bien volontaires pour ça que pour tester des crèmes, il faut effectivement que ce soit bien fait. On avait fait un tirage au sort de 400 personnes sur la PPE, on a dû appeler 40 000 personnes. Alors c'est pas nous, hein, c'est un cabinet, mais donc oui, effectivement c'est cher et donc effectivement ça doit être utilisé à bon escient. Et enfin, dernier, je fais vite, il faut un processus de suivi. La Convention citoyenne s'est organisée pour faire le suivi de ces propositions. Et maintenant, nous, sur tous les débats publics, on a un suivi effectivement de ce qui a été dit pendant le débat public. David ? Mais ouais, je crois que tu as dit l'essentiel. Non, moi, c'est juste pour dire que je préfère cette idée de continuum délibératif à l'échelle locale où effectivement, on va pouvoir faire venir des citoyens tirés au sort, mais les mettre en dialogue avec des corps intermédiaires, avec les conseils de développement, avec les élus. Que des conventions citoyennes à usage unique, ponctuelles, qui sont surtout souvent des effets d'annonce plus que des vrais. Pour qu'il y ait du changement, il faut qu'il y ait du continuum en quelque sorte. Et je me méfie un peu des effets de mode et des effets de manche. Je préfère un truc qui va vraiment associer tout le monde,
un peu en continu, en basse continue, avec une rotation des citoyens, avec plusieurs sujets au fil de l'année qui sont mis à l'ordre du jour. Il y a vraiment quelque chose à construire. Je ne suis pas complètement arrivé au bout dans la réflexion. Il y a d'autres personnes qui réfléchissent à ça, mais il y a quelque chose à construire dans l'architecture de notre démocratie, comme on le fait beaucoup en Scandinavie avec les communautés, ce qu'on appelle les communautés, les communities au sens anglo-saxon. C'est pas du tout le sens français qu'on donne, mais avec des gens qui ont des responsabilités au sein de la communauté. Mais ça suppose en fait de sortir de la défiance vis-à-vis de la société civile, parce qu'on est dans un pays où l'État est exorbitant, et donc il y a d'un côté l'État, et d'ailleurs les collectivités locales qui ne sont pas l'État ont récupéré la même culture politique. C'est-à-dire que le problème de la décentralisation, on ne va pas rentrer dans un débat sur la décentralisation, mais la décentralisation, elle était pensée pour créer de la proximité dans l'action publique, et en fait, souvent, elle a reconduit l'opacité à l'échelle locale, la baronnie, la séparation entre État et société. C'est-à-dire qu'il y a une société politique qui s'est constituée à l'échelle locale parce qu'on a décentralisé, mais elle est tout aussi séparée et étanche vis-à-vis de la société civile que la société politique nationale. Donc ça ne va pas, c'était pas ça qu'on recherchait. Il faut aller vers un système plus scandinave où effectivement on a des communautés vivantes avec différents acteurs, différentes parties prenantes, et on les fait délibérer ensemble. Le silo citoyen, méfiance vis-à-vis du silo citoyen, qui peut être un silo comme est le silo politique. Par ailleurs, nous ne sommes pas 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des citoyens. Nous sommes aussi des usagers, nous sommes aussi des salariés ou des travailleurs, nous sommes aussi des contribuables, nous sommes aussi des consommateurs. Et il faut que tous ces aspects-là de l'existence sociale soient représentés autour de la table. Peut-être juste une question. Enfin, vous avez tout à l'heure cité l'éducation comme une manière de s'en sortir, peut-être. Effectivement, il pourrait y avoir un continuum délibératif dès l'école. Lire, écrire, compter, mais délibérer, s'impliquer. Est-ce que vous pensez qu'on est bien parti pour ça ? Alors un peu de pub pour le rapport Bernasconi. On a fait une proposition qui pour moi est une des plus importantes du rapport, c'est de l'éducation à l'intelligence collective dès le primaire. C'est-à-dire, voilà, parce qu'en fait on a une éducation nationale en France qui est de bonne qualité. Je pense qu'il y a peut-être quelques enseignants dans la salle, mais qui est, et je suis un fils et petit-fils d'enseignants qui vous dit ça, mais qui est trop centré sur la performance individuelle et sur la compétition scolaire, la meilleure note, etc. Et ce qu'il faut, c'est avoir un vrai volet intelligence collective. Donc, comment est-ce qu'on construit ensemble, le travail en équipe, l'écoute, l'argumentation. Et ça, dès le primaire, ça mériterait des modules spécifiques. Comment ? En tout cas, il y a un ministre de l'Éducation là qui, à mon avis, est assez ouvert à ces questions-là. Il faut lui écrire maintenant. Alors, on va toujours un peu de temps. On va prendre une dernière question. Et... Bonjour, François Pernet, président du Conseil de développement Valdière-Val-de-Seine. Anciennement Valdière, Dupont-Aignan et Val-de-Seine, Georges Tron. Une belle aventure. L'Essonne. Tout va bien. Donc, pour revenir un petit peu très concrètement, quel est votre niveau de connaissance et de reconnaissance de l'efficacité de l'outil Codev? Première question. Vous avez une idée de l'utilité? Une question qui serait presque plus une remarque, c'est... Moi, j'ai découvert le Codev quand on m'a tiré par la manche et je ne connaissais absolument pas il y a un an. Alors que j'étais très impliqué dans la vie locale, c'est incroyable, mais vrai. Donc il y a un vrai sujet de communication. C'est-à-dire que si les citoyens ne connaissent pas les outils de la démocratie, ça ne sert à rien. Donc il faut communiquer. C'est plus une remarque qu'une question. Le texte cadre qui régit les Codev, il n'y a rien, quoi. Ça veut dire qu'on peut en faire ce qu'on veut. Alors peut-être le meilleur ou le pire. Donc il y a une vraie tension. Donc c'est une opportunité d'innovation, de développement, mais c'est un vrai risque aussi parce que le process de désignation des candidats dans mon Codev, il est tout sauf démocratique. Voilà. Donc j'arrête là. Enfin, j'aurais beaucoup de remarques et de questions. Et je termine sur un élément qui me pose vraiment question. C'est les médias, les réseaux sociaux qui créent pour les élus et nos élus une très forte proximité, mais finalement une proximité qui peut être très populiste et qui finalement éloigne des vraies questions du débat démocratique. Enfin, moi, je ressens ça en ce moment. Les élus de mon agglo communiquent tous les jours sur Facebook, tous les réseaux qu'on connaît,
sur la lumière sur des détails, et finalement on s'éloigne des vrais sujets démocratiques. Je n'ai pas vraiment de question, c'était plus une remarque et presque un coup de gueule. Nous, à la CNDP, on connaît. Alors, je crois que les relations n'ont pas toujours été au top, mais là, ça va. Hein. Oui, c'est très bien. Bien, on va même conclure. Voilà, on travaille ensemble. Et donc, on connaît maintenant sur la question centrale que vous posez, qui est celle de l'efficacité de ces différents outils. Nous, on s'est beaucoup penché justement sur quels critères d'évaluation de nos démarches, c'est-à-dire des débats publics ou des concertations. C'est quoi un débat public réussi ? Ça dépend de à qui vous posez la question. Donc nous, comme on a développé une posture qui était de se dire, on est côté public. Nous, notre logique maintenant, c'est de dire, on défend un droit du public, qui est ce droit à l'information et à la participation. Donc, notre critère de réussite, c'est en quoi ça a impacté la décision. Est-ce que ça a fait bouger le projet ou pas ? Et donc, on évalue l'efficacité de nos démarches en fonction du fait, en fonction justement de cette évolution du projet ou pas. Donc sur les débats publics, ça marche plutôt bien, mais parce qu'on les prend très en amont, les projets, donc ils peuvent encore vraiment être profondément modifiés. Et du coup, en termes d'efficacité, je vous renvoie vraiment la balle, quoi. C'est quoi pour vous votre critère pour dire ça marche ou ça marche pas ? Et là, il va falloir que vous vous positionnez sur est-ce que je suis côté public ou est-ce que je suis côté élu décideur ? C'est quoi mon critère ? Donc c'est un choix stratégique qui est fondamental, que seul chaque codev, c'est à vous de le dire, hein, mais c'est un choix assez stratégique. Et nous, pour se dire de quel côté on est, quel est notre critère de réussite, donc comment on se positionne par rapport à l'ensemble de la démarche, on a mis quasiment 1 an avant de se mettre tous d'accord et d'être tous alignés sur le fait que nous, on se dit, on est côté public. Voilà, c'est ça. On se définit comme défenseur d'un droit, qui est le droit à l'information et à la participation, tel qu'il est défini aujourd'hui dans le Code, qui est effectivement bien écrit dans les articles généraux et insupportable dans tous les articles qui nous encadrent et qui nous encadrent et qui nous encadrent et qui sont tellement détaillés qu'on est obligé de payer des experts juridiques pour les lire. Moins dans un rôle de médiation entre les deux parties prenantes. On n'a pas ce rôle-là, non. On n'a pas. Il existe. On a un rôle de conciliation mais qui vise simplement à remettre en place les conditions du dialogue entre les uns et les autres, mais pas à trouver le compromis, puisque là, en fait, on sortirait de notre obligation de neutralité. Donc, on définit les conditions du dialogue qui font que les uns et les autres vont se remettre autour de la table. Mais on nous le demande très souvent hein, autour de réflexions sur des sages. Donc toutes les questions de l'eau, qui sont tellement et qui vont devenir de plus en plus sensibles, on nous appelle souvent à l'aide sur ces sujets-là. Mais effectivement, le paradoxe de la loi, c'est que cet immense espace de liberté, on peut faire des choses géniales, ou alors les élus ont la possibilité de tout bloquer. Ça, derrière, il y a l'idée des moyens ou pas, etc. Exactement. Voilà, je pense qu'on va conclure cette superbe table ronde. Merci Chantal Joanneau, merci David Geiz. Ça nous a mis du bon mot au cœur. Alors je pense qu'on a vraiment des choses à conclure entre la CNDP et la CNCD. C'est-à-dire comment justement on peut grandir de manière très volontaire dans la qualité du débat territorial en associant nos méthodes. Et David, peut-être que nous, on aura des propositions à vous faire. On sait qu'on doit évoluer. On a énormément de propositions, mais que le législateur n'a pas forcément envie d'écouter. Je pense qu'il y a un vrai travail de fond. Les propositions que vous faites, c'est quelque part, dans notre recherche d'animation du débat territorial, il va falloir qu'on se positionne de cette manière pour être efficace. Et l'efficacité, c'est pas simplement être dans l'idée égotique d'être reconnu, c'est d'être efficace, de servir à quelque chose. En tous les cas, mille merci.